Alors nous en avons tous rêvé, transformer le plomb en or, la transmutation. Donc cette recette d'alchimiste permettait, grâce à la température, de transformer des métaux dits impurs en or. Alors aujourd'hui, les scientifiques, physiciens, chimistes, évidemment, ne savent pas recréer cette transmutation. Par contre, nous avons réussi à dompter la pression. Et grâce à la pression, nous allons pouvoir faire mieux. Nous allons pouvoir transformer du beurre de cacahuète en diamant. Alors je vous l'accorde, le diamant ne ressort pas de l'expérience aussi bien taillé. Néanmoins, la pression a réussi à monopoliser les atomes de carbone qui sont présents dans le beurre de cacahuète et à former du diamant. Avant d'aller plus loin dans cette aventure de la transformation, regardons un petit peu ce qu'est la pression. Donc la pression, c'est une force qui est appliquée à une surface. Donc le poids de mon corps, par l'intermédiaire de mes pieds, mon petit 47 fillettes, applique une pression sur le sol. De même, les 30 ou 40 km d'atmosphère que nous avons au-dessus de nos têtes appliquent sur nous tous une pression. Donc la pression dite atmosphérique. Donc vous le savez, cette pression vaut environ 1 bar, soit à peu près une atmosphère. C'est aussi équivalent à 100 000 pascal, le pascal étant l'unité du système international. Alors dans votre vie de tous les jours, vous rencontrez des pressions assez modestes. Quand vous gonflez vos pneus de vélo, de voiture, la cocotte minute qui monte à peu près à 1,5 bar. Les gens qui font de la plongée sous-marine savent que quand on s'enfonce dans l'eau, la pression ressentie augmente de 1 bar tous les 10 mètres. Alors pour faire de diamant, quelle est la pression dont on a besoin? Alors historiquement, ce n'est que quand les géologues ont compris que le diamant venait des profondeurs de la Terre et qu'il n'était constitué que de carbone, que la course à la synthèse du diamant a commencé. Le diamant a de telles propriétés que c'est un enjeu industriel très important. Alors depuis depuis la fin du XIXe siècle, toutes les tentatives de synthèse du diamant ont échoué, y compris celles de 2 prix Nobel, un de physique et un de chimie. Au début des années 50, Tracy Hall a inventé une machine qui permettait à la fois de mettre du graphite sous pression et de le chauffer à très haute température. C'est quelque chose qu'on ne savait pas faire jusqu'alors. Donc il a pris du graphite et il a monté ce graphite à 2000 degrés et sous 3 gigapascales. Donc 3 gigapascales, ça représente environ 30 000 fois la pression atmosphérique. Alors ici, la pression a transformé de manière très profonde le graphite. Vous avez ce matériau qui est noir, d'aspect un peu métallique, et on en a fait un matériau parfaitement transparent. Le graphite aussi, c'est un des minéraux les plus mous qu'on connaisse, et ça a été transformé en le plus dur de tous. C'est un conducteur électrique, certes pas très bon, mais on l'a transformé dans un parfait isolant électrique. Et beaucoup d'autres propriétés comme ça ont été modifiées de par la pression. Alors pourquoi? Dans le graphite, les atomes de carbone sont arrangés en feuillets. Les atomes au sein d'un même feuillet sont liés entre eux par des liaisons très fortes, très solides. Par contre, les liaisons chimiques interfeuillets, elles, sont très faibles. Donc les feuillets vont pouvoir glisser les uns sur les autres. De cette manière, la pointe de crayon va laisser une trace sur le papier. On va aussi utiliser le graphite comme lubrifiant. Par contre, dans le diamant, tous les atomes de carbone sont liés entre eux par ces liaisons très fortes. Donc la pression a obligé les atomes à se réarranger dans une structure plus compacte et plus rigide. Alors l'utilisation du beurre de cacahuète pouvait paraître intéressante parce que ça lie l'utile à l'agréable, mais la réaction produit de l'hydrogène qui a un peu tendance à exploser. Donc c'est pour ça que les scientifiques se sont rabattus sur le graphite. Alors, quels sont les types de machines que l'on utilise pour faire ce type d'expérience? Est-ce qu'on peut faire de la synthèse de diamant dans notre cocotte minute? Alors on utilise, pour des pressions qui vont jusqu'à 30 gigapascales, donc 300 000 fois la pression atmosphérique, on utilise des presses hydrauliques. Ici, derrière moi, vous avez un exemple de presse hydraulique qui est installée dans une université à Bayreuth, en Allemagne. Donc une presse déjà de belle taille, vous voyez. Ce type de presse donc, permet d'aller jusqu'à des pressions de 300 000 fois la pression atmosphérique. Et pour essayer de se rendre compte un petit peu de ce que représentent ces pressions énormes, je vous ai mis une coupe de la Terre à côté pour avoir une correspondance pression-profondeur dans la Terre. Donc les 3 gigapascales de nos premières synthèses de diamants
ont été réalisés, correspondent à peu près à 100 km de profondeur. Les 30 gigapascales de nos grosses presses d'aujourd'hui, elles correspondent à environ 1000 km de profondeur. Donc c'est déjà considérable pouvoir réaliser des expériences dans des conditions équivalentes à celles de 1000 km de profondeur. Le problème, c'est que pour explorer la Terre et les autres planètes, il faut pouvoir aller plus loin en pression. Et là, même les meilleurs aciers ont leurs limites. Donc rien ne sert de construire des presses de plus en plus grosses, ça ne marchera pas. Par contre, on peut se rappeler notre petite équation mathématique de tout à l'heure. La pression, c'est une force divisée par une surface. Donc si je diminue ma surface, j'augmente ma pression. Je vais donc construire des presses beaucoup plus petites. Et au lieu d'utiliser de l'acier qui est trop mou, vous avez certainement deviné, je vais utiliser du diamant. Nous allons donc étudier la matière sous des pressions extrêmes dans des presses faites de diamant. Alors voici un schéma de ce type de presse, c'est ce qu'on appelle une cellule à enclume de diamant. Donc le principe est assez simple, la mise en place et mise en œuvre est un peu plus compliquée. Donc on prend 2 diamants que l'on met en opposition, et au bout de ces diamants, on va tailler une petite tablette plate qu'on va appeler la culasse. Cette culasse, elle fait entre 10 et 700 microns de diamètre. Pour vous donner une idée, un cheveu fait entre 50 et 100 microns de diamètre en moyenne. Donc c'est tout petit. Et plus je veux monter haut en pression, plus je vais prendre une surface petite. Donc entre ces 2 diamants, je vais placer mes échantillons et éventuellement un joint autour pour que tout reste en place. Et ensuite, en appliquant une force sur les diamants, je vais mettre mes échantillons sous pression. Je peux aussi mettre du gaz dans cet espace expérimental où se trouvent mes échantillons, de façon à ce que les diamants appuient sur le gaz et le compressent, et le gaz va transférer la pression aux échantillons. Ça évite d'appuyer directement et de casser les échantillons. Alors, je vais aussi exploiter une propriété extraordinaire du diamant qui est sa grande transparence. Donc je vais pouvoir, alors que l'échantillon est sous haute pression, éventuellement sous haute température, regarder en direct les transformations qu'il subit, soit à travers un microscope optique classique, soit en utilisant d'autres types de lumière, les rayons X ou les infrarouges. Ces petits instruments, comme vous voyez en haut à droite, donc ce modèle fait 5 cm de diamètre, donc pourrait tenir dans ma main, a révolutionné la physique de haute pression. On peut, avec ces instruments, réaliser des pressions qui sont supérieures à celles qui règnent au centre de la Terre, c'est-à-dire plus de 3,6 millions de fois la pression atmosphérique. Donc des pressions considérables. Alors pour vous donner un exemple de recherches qui sont faites avec ces instruments, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant de l'univers. C'est aussi le plus simple de tous. Il est composé d'un électron et d'un proton. Donc ça en fait un élément particulièrement intéressant pour les théoriciens. Cet hydrogène, c'est le diamant de demain. Le grand œuvre des alchimistes d'aujourd'hui, c'est de réaliser un métal à partir de cet hydrogène. On a prédit depuis les années 30 que sous très haute pression, l'hydrogène doit se transformer en métal. Et pas n'importe quel métal, mais un métal supraconducteur à température ambiante. Supraconducteur, ça veut dire que si vous faites passer de l'électricité dans ce métal, vous n'avez aucune perte d'électricité, le métal n'a aucune résistance électrique. Aujourd'hui, on connaît des supraconducteurs, mais ils ne le sont qu'à des températures d'environ moins 100 degrés. Ça en limite donc beaucoup les applications, et on ne peut les utiliser que dans des domaines très spécifiques. Donc imaginez un petit peu avoir un morceau de métal supraconducteur à température ambiante, ça serait absolument révolutionnaire. Alors on sait depuis plusieurs années que l'hydrogène devient effectivement solide à environ 100 gigapascales, donc 1 million de fois la pression atmosphérique. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle un semi-métal, c'est-à-dire c'est un assez mauvais conducteur d'électricité. Donc on a poussé un peu plus loin, jusqu'à 400 gigapascales. Et là, toujours pas de supraconductivité. On s'est tourné alors vers le liquide, l'hydrogène liquide, qui lui aussi a été prédit supraconducteur, mais aussi être un superfluide. Un superfluide, c'est un fluide qui n'a aucune viscosité. Vous versez de l'hydrogène liquide dans un bol, il en ressort aussitôt. Si vous pouviez nager dans une piscine d'hydrogène liquide, vous ne ressentiriez absolument aucune résistance. Alors là aussi, on a fait des expériences jusqu'à 300 gigapascales. Là non plus, aucun état exotique de la matière. Alors, faut-il pousser plus fort? Faut-il aller plus loin en pression? Alors oui, il le faut, parce que
si l'on veut comprendre le fonctionnement des planètes géantes, comme Jupiter, il faut qu'on puisse créer en laboratoire des pressions beaucoup plus grandes. Donc Jupiter est principalement composé d'hydrogène avec un peu d'hélium. C'est un monstre de 70 000 km de rayon, donc plus de 10 fois le rayon terrestre, qui fait environ 6 400 km. Au sommet de cette couche rose fuchsia que vous voyez, la pression est déjà de l'ordre de 100 gigapascales, donc 1 million de fois la pression atmosphérique. Au centre de Jupiter, on estime la pression à plus de 7000 gigapascales. Donc là, c'est absolument inimaginable. Alors évidemment, ces pressions ne sont pas accessibles au diamant. Il faut passer à un autre instrument. Et donc là, on va construire des facilités, des installations massives de laser, comme celle qui a le projet Mégajoule qui se trouve près de Bordeaux. Alors ici, vous voyez des images d'une installation américaine. Et pour vous donner une idée de la taille, ce bâtiment couvre environ 3 terrains de football, et dans sa plus haute hauteur, il fait une dizaine d'étages. À droite, vous voyez de l'extérieur la chambre expérimentale dans laquelle va se trouver l'échantillon. Les amateurs de Star Trek reconnaîtront peut-être une scène, un lieu de tournage du film Star Trek Into Darkness. Alors cette chambre expérimentale, vous voyez, elle est sur la droite du schéma du bâtiment. C'est ce petit objet un peu sphérique rouge que vous devinez. Et plus à gauche, vous voyez tous ces tubes. Donc tous ces tubes, ce sont des lasers. Et je ne parle pas de lasers comme on en a pour faire des présentations. Je vous parle de trucs un peu sérieux. Ici, dans ce bâtiment, il y a environ 200 lasers. Ces 200 lasers vont tirer en même temps, avec une synchronisation parfaite, des faisceaux qui vont converger sur cette petite capsule que vous voyez en haut à gauche de l'image, qui ne fait que quelques millimètres de longueur. Donc tous ces faisceaux vont converger exactement au même moment dans cette capsule et vont donc instantanément déposer une quantité d'énergie telle que ça va créer une onde de choc. Et cette onde de choc va elle-même créer des hautes pressions qui peuvent dépasser les pressions qui règnent à l'intérieur de Jupiter. Ces techniques peuvent aussi augmenter, faire élever la température à des valeurs complètement hallucinantes. Alors, une équipe internationale l'été dernier a effectué des expériences sur l'hydrogène jusqu'à 3 térapascales. Pour l'instant, les résultats ne sont pas publiés, donc le suspense demeure, mais il est certain que nous allons découvrir des états exotiques de la matière. D'autres expériences ont été faites dans ce type d'installation sur le diamant, justement. On a essayé de regarder jusqu'où le diamant pouvait être stable. Ce diamant a d'une stabilité extraordinaire puisqu'il reste diamant jusqu'à 1 térapascal, donc jusqu'à 10 millions de fois la pression atmosphérique. Au-delà de cette pression, comme on atteint vraiment des seuils extrêmes, des pressions extrêmes pour les expériences, les avis divergent sur ce qui se passe au-delà de ce térapascal. On a fait aussi un autre type d'expérience. On a essayé de faire fondre le diamant. Alors le diamant, qui est un matériau très rigide, ne fond pas facilement. Et donc des expériences ont été faites dans cette même installation, entre 1 et 2,5 térapascal. Et pour faire fondre le diamant, il a fallu monter la température jusqu'à 50 000 degrés. Alors à 50 000 degrés, le diamant fond et devient liquide. Et la surprise, l'isolant électrique devient un conducteur. Donc le liquide diamant est un métal. L'autre petite surprise, c'est que ce liquide est plus dense que son solide. Donc si je pouvais faire refroidir un bain de diamant, j'aurais des cristaux de diamant qui flotteraient en surface. Donc ceci me fait dire que Marvin Ross, en 1981, dans cet article publié à Nature, avait peut-être raison. Les planètes Uranus-Neptune, qui sont riches en méthane, CH4, ont peut-être des océans de méthane sur lesquels flottent des icebergs de diamants. Alors vous l'avez compris, la pression change profondément les propriétés des matériaux. Les liaisons chimiques sont perturbées, les électrons qui gravitent autour de leur noyau sont complètement chamboulés, et de là va naître toute une nouvelle physique, toute une nouvelle chimie. Alors j'aurais pu vous parler de beaucoup d'autres choses, des multiples phases de la glace, de l'oxygène qui fait des très beaux cristaux rouges sang sous haute pression, du xénon que vos professeurs de chimie vous ont vendu comme étant un gaz inerte. Mettez-le sous pression, il réagit avec n'importe quoi. J'aurais pu vous parler du silicium noir, qui demain équipera peut-être nos cellules photovoltaïques.
Donc la pression, les études sous haute pression font partie de cet ensemble qu'on appelle donc les études sous conditions extrêmes. Elles sont en train de forger ce qui seront demain peut-être les matériaux que nous utiliserons dans notre technologie. Donc si on arrive à comprendre les mécanismes qui font que ces matériaux acquièrent des propriétés étranges à très haute pression, on pourra peut-être trouver des processus industriels pour synthétiser des matériaux qui auront ces mêmes propriétés. Par exemple, la supraconductivité à haute température. Alors donc aujourd'hui, dans les laboratoires de recherche, se dessinent peut-être les matériaux que nous utiliserons non pas demain dans notre technologie, mais après-demain. Et en ces périodes de disette où les crédits de la recherche fondent d'année en année, nous, chercheurs passionnés, nous sommes prêts à faire notre effort, mais nous ne travaillerons pas pour des cacahuètes. Merci.